Bonsoir et bienvenue aux Rencontres de la Librairie, l'émission de la librairie Un Point à Trait en partenariat avec Radio Lodève. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Alors vous êtes né 555 ans après la mort de Jeanne d'Arc, ce qui justifie largement le prétexte pour pondre un livre inspiré de la vie de Jeanne. Ouvrage qui ne cherche pas à mettre au clair la lutte entre les princes des fleurs de lys, Philippe le Hardi, Jean sans peur, Louis d'Orléans, les Bourguignons, les Armagnacs, ainsi que les Anglais qui veulent mettre un peu d'ordre dans le bazar de France. Votre roman nous plonge dans une intrigante affaire de Jeanne, au pluriel, avec cette question fondamentale, laquelle sera sélectionnée pour finir sur le bûcher. Guillaume Lebrun, bonjour. Bonjour. Fantaisie guerrière est votre roman paru en août 2022 aux éditions Christian Bourgeois. Et pour rien vous cacher, mes souvenirs de la guerre de 100 ans étaient plutôt rabougris, mis à part cette histoire de bûcher. Vous nous racontez une prophétie, plusieurs Jeannes, numérotées de 1 à 15, et enfin Yolande d'Aragon. D'où est venue votre envie de Jeanne ? Alors, j'ai toujours eu une passion pour Jeanne d'Arc depuis que je suis petit, mais c'est d'abord venu par Gilles de Rais, qui était un de ses compagnons de chevauchée, le seul qui n'a pas compris que tout le monde voulait que Jeanne meure sur le bûcher, donc il a essayé de la sauver jusqu'au dernier moment. Quand il n'a pas réussi, il s'est retiré sur cette terre, il s'est converti au satanisme, il a commencé à égorger les enfants, à décapiter des enfants, 1200 environ, jusqu'à ce que un abbé... oui, c'est un des premiers grands serial killers au monde, qui est français, fierté. Comme quoi on innove pas mal, finalement. Comme quoi, jusqu'à ce qu'un abbé se rende compte que quelques enfants disparaissaient effectivement et mène une enquête et finissent par découvrir que c'était lui. Le problème, quand on a une passion pour Jeanne d'Arc, c'est que très vite, très rapidement, on s'aperçoit de l'existence du Front National, de la famille Le Pen. Pardon. Déjà à cette époque ? Oui, déjà à cette époque, bien sûr, puisque ce sont eux qui se la sont réappropriés et qui l'ont ramenée à l'extrême droite, alors que Jeanne d'Arc a toujours été ballottée d'un parti politique à l'autre. Michelet en a fait une égérie de la gauche anticléricale. Enfin, depuis sa mort, elle a suivi tous les courants politiques. Et puis, il y a eu cette fameuse scène atroce, dont vous vous souvenez peut-être, le moment où Jean-Marie Le Pen est en parc à rouge sous la pluie et crie « Au secours !» devant la statue de Jeanne, à Paris. Donc là, évidemment, après avoir fait un AVC, je me suis dit « au secours, moi !» Et j'ai repris. Dans une sorte de mouvement de rage, je me suis dit « ben non, c'est moi qui vais me réapproprier Jeanne d'Arc ». Et comme il y a tellement d'écrits autour d'elle et sur elle, pas seulement d'écrits d'ailleurs, de tableaux, de représentations diverses et variées, de films, ça permettait aussi de trouver un angle inédit paradoxalement. Et bien justement, c'est quoi le résumé de Fantaisie guerrière ? Alors, au départ, on est au début du XVe siècle. Ça fait 90 ans que les Anglais nous ont envahis pour des raisons légitimes. Ce sont les seuls qui sont légitimes à monter sur le trône de France. Comme on ne veut pas ça, on a mis les Valois. Ça se passe pas très bien. Et à un moment donné, la famille royale, les cousins, les Bourguignons et les Armagnacs, commencent à s'entretuer gentiment pour avoir la priorité sur le trône qui est vacant, puisque le roi Charles VI est devenu fou, donc on a un roi qui est vivant mais qui ne peut pas régner. La duchesse d'Aragon, qui fait aussi partie de la famille royale, à ce moment-là dit qu'elle en a ras la tiare d'attendre qu'il se passe quelque chose, puisqu'une prophétie annonce aussi qu'une envoyée divine mettra le vrai roi de France sur le trône. Donc elle décide de prendre les choses en main, de faire enlever une quinzaine de petites filles. Au départ, elles ne sont pas forcément 15, mais il se trouve que comme ces soldats sont un peu idiots, ils en arrivent à n'en avoir que 15. Espérer une plus grande école. Elle va les élever dans le but de devenir la prophétesse que tout le monde attend, la guerrière, la vraie Jeanne. Et après, elle a peut-être un autre but caché par rapport à celui de sauver le royaume de France, mais pas trop en dévoile non plus. Exactement. D'ailleurs, est-ce que votre inspiration de l'histoire de Jeanne d'Arc est une façon de rappeler le débat d'historiens autour de la notion de récit national et de le renvoyer à votre sauce, à la fiction ? Oui, parce que déjà, le récit national, qui est appelé roman national, comme son nom l'indique, est une fiction, une construction qui n'est pas du tout destinée à expliquer le passé, mais plutôt à justifier le présent. Et donc, dans ce sens, il est légitime pour tout le monde, les artistes, quels qu'ils soient, et les gens qui ne sont pas artistes, de se le réapproprier, de le réinventer
dans le but aussi de restaurer une forme de vérité historique. Je pense que la vérité du roman est plus forte que celle de la vérité historique qui nous est imposée. Parce que nos ancêtres, les Gaulois, en l'occurrence, je ne vois pas de Gaulois dans cette salle. Je ne pense pas que qui que ce soit ait des ancêtres gaulois dans cette salle. C'est possible, hein, mais vous êtes un ou deux. Alors, un peu rebelle, se moquant des croyances et des convenances, mais construisant sa prophétie, Yolande décide de hâter le destin. Mais qui est Yolande, surnommée Yo? Est-ce que c'est pour faire un peu rap d'ailleurs? Je vous laisse présenter Yolande, mais tout simplement peut-être par la première page en fait, du roman. D'accord. C'est page 11 si les souvenirs sont bons. Oui, parce que là j'étais à 51, ça n'a rien à voir. Ouais. Laisse-moi me présenter comme il se doit. My name is Yolande, and I am from Aragon. Né sur les terres du royaume de France 14 siècles après Jésus en Christ, répandu au sortir du ventre par des hurlements de joie, déjà bien esbardaillée des choses du monde, instruite en diablerie, 4 fois reine, 2 fois comtesse, dame de Guise, duchesse et maîtresse incontestée de mes sujets irrités de mienne épopée angevine, mariée à Louis, dit Loulou. Belle-mère liée par le sang au grand bastard de France, je me montre si douce avec lui qu'il me nomme Tantine. Alors que j'étais enfin en âge de pouvoir sécher les vêpres, une grande guerre civile s'est déclenchée. Sache que c'est pur hasard si je me tiens du côté des Armagnacs plutôt que de celui des Bourguignons. J'eusse pu être en inverse et le vivre aussi bien. Nonobstant, il faut reconnaître que tout avait mal commencé pour les gens de la classe 1380, car bien avant la scission fatale dont je te parle, le royaume était plongé, et jusqu'à l'aine, en grande bataille contre les traîtres d'ascendance anglichoise. Eux aussi héritiers du trône de France, par direct et lignée d'Isabelle la Louve, en survivance des rois maudits, et voulant comme tout le monde leur place au banquet. Ce qui donna lieu à 90 ans de négociations outre-manchette à coups de flèches et d'espées. J'appartenais ainsi à une cour de France déjà dévastée, où nous attendions que notre tout nouveau dauphin, j'y reviendrai, trouvât un moyen de se sacrer lui-même. Et cette bombance de tristesse et de frustrations diverses eût pu continuer jusqu'au tombeau si un retournement de l'histoire ne m'avait enfin offert la place que je méritais depuis longtemps. Je m'en vais te raconter comment. J'étais dans un champ, c'est là que tout a commencé. À l'époque, la situation s'était passablement aggravée par rapport aux années précédentes qui, à dire le vrai, n'étaient déjà pas bien fierottes. Mais là, la guerre, totale. Les English, everywhere. Mon husband, idiot. J'étais de plus en plus affligé d'être coincé dans ce camp de big losers, ratiboisé jusqu'à l'os et trahi de partout. Car, je l'ai dit, au fond de moi, je n'étais en faveur de personne. J'avais simplement mieux joué à l'Armagnac jusqu'à présent. Le marasme aidant, je laissais parfois échapper quelques bijoux et autres écus à l'intention des petits bourguignons finalement si près de gagner la longue et grande guerre. En faisant par ailleurs bien savoir alentour que je n'étais pas du tout réticente à l'idée de subitement me retourner pour regarder la perfide Albion dans les yeux et lui déclarer à elle aussi mon amour. Sait-on jamais. Nenni veut mes œufs en panier seul, et à l'insu de tous, nouer virevoltantes relations contre nature avec nos ennemis. So. Merci pour cette lecture. J'imagine que c'est sourcé historiquement de ces dialogues et de ces pensées. Bien sûr, absolument. Yolande expose son plan où elle dit « Seule notre cour saura la vérité. Pour les gens, la petite sera issue de nulle part et donc de Dieu. » La petite, il s'agit de la future Jeanne. Son savoir, improbable pour une pimprinote de son âge et de sa condition, apparaîtra assurément comme un don du ciel. Yolande est-elle inspirée du personnage de la série House of Cards, Frank Underwood? Non, mais en réalité, Yolande d'Aragon, 80% de ce que je dis à propos de Yolande d'Aragon est tout à fait vrai. C'était une femme extraordinaire tout court, une princesse de sang, qui a toujours d'ailleurs cherché à avoir à conquérir sa propre liberté. Elle supportait pas qu'on lui dise ce qu'il fallait qu'elle fasse, et encore moins qu'un homme lui dise ce qu'il fallait qu'elle fasse. Donc elle a construit son existence entière dans le but d'avoir cette indépendance. Elle a compris que ça passait par le pouvoir. Donc, outre quelques meurtres divers qu'elle a pu commettre, comme ça, enfin bon, qui n'a pas fait... courant à l'époque. Très courant à l'époque, elle a réussi à manipuler les gens de telle sorte qu'elle ait toujours une place privilégiée où qu'elle soit. Donc, dans un sens, oui, je pense qu'elle a inspiré Frank Underwood de House of Cards, plus la Claire Underwood, sa femme.
les précédentes lignes, renvoient à la mise en place de réalités alternatives. Est-ce que pour vous, c'est une façon de nous éveiller sur la construction de fake news, ce qui est plutôt très contemporain? Oui, alors c'était pas le but au départ, mais je me suis rendu compte que finalement c'était le cas dans le livre. On assiste à une construction d'une histoire, celle de Jeanne d'Arc, la jeune bergère frêle et mystique, qui ne pouvait de toute façon ne pas être... elle ne pouvait être ni frêle ni mystique, de toute façon, puisque les témoignages de l'époque nous expliquent qu'elle a de gros os, qu'elle a une carrure similaire à celle des soldats qu'elle prétend diriger. Et alors on ne nous dit pas qu'elle est laide, elle nous dit qu'elle a un visage particulier, ce qui est une façon très polie de dire qu'elle est laide. Donc, même de son temps, elle ne correspond pas physiquement à l'image d'Épinal qu'on en a eu par la suite. Donc ça aussi, c'est passé par le moulin, le moulinet, je sais pas, de l'histoire, des récits et de ce qu'on voulait en montrer. Et donc évidemment, la jeune fille blonde, légèrement stupide, parce qu'elle était supposée ne savoir ni lire ni écrire, mais elle avait quand même des techniques de combat assez sidérantes. Et quand on lit les minutes de son procès, les réponses qu'elle apporte à la Descochons sont très intelligentes et très construites, mais elle est censée n'avoir aucune éducation. Donc il y a plein de choses de toute façon qui, dans l'histoire de Jeanne d'Arc, au départ, ne vont pas. D'ailleurs, je vous propose la lecture de la page 51, qui est la présentation de Jeanne. Donc c'est la première fois que Jeanne s'exprime dans la première partie. Il y a deux voix dans le récit, enfin dans le roman. Il y a celle de Yolande d'Aragon et celle de Jeanne, la 12e, qui est celle des 15 qui va être l'élue. Tu veux que je parle devant toi, je m'exécute puisque c'est mon tour, mais sache que Yo a raison, je suis malaisé en argutie. Je suis né par 3 fois. La première fois était ratée, et il n'y a pas discutaille là-dessus. Père était noble mais sans appui, il passait son temps à ruminer sa richesse perdue et maudissait tout travail en crachant glavio bien gras. Mère était partie en esprit depuis longtemps et dormait tout le jour. Elle ne se levait que la nuit pour apponter la chaumière et manger en secret victuailles, jolie fantomine. Je me cachais souvent pour la regarder, mais n'ai jamais ouï le son de sa voix. Au fond, je ne sais point si elle existait vraiment, car parfois certaines choses proviennent de ma seule imagination. Et tu sais toi aussi ce que c'est que de rencontrer ces difficultés, à savoir distinguer vrai de faux, et de croire si fort à sa propre fantaisie qu'on la pense réelle en toute honnêteté. Par ailleurs, et ce même avant que de pouvoir formuler pensées bien claires en bouche d'éclose, j'ai toujours senti une différence en moi, qui rendait molle et malléable mon cœur, et me faisait ne point estre comme les jeunettes de mon âge et de ma condition. C'est pourquoi j'évitais autant que possible les enfants et les adultes, préférant m'esbaudir en jeu avec les gorées, les chats ou les chevaux, me roulant dans la fange avec délectation. Mon père m'en faisait réprimande à grands coups de ceinturon et haute badine. Il hurlait comme diable et frappait, sans cesse frappé, à la moindre incartade, et tout était incartade à ses yeux. Son souhait était que je parte loin, et pour ce faire me marier le plus tôt possible. Mais je ne désirais point le mariement, et c'est la raison pour laquelle, devant l'imminente menace, je me suis mis à me remplir le corps de toute nourriture, le faisant se boursoufler et se tendre toujours plus. Un petit peu plus loin, vous dites que Jeanne la 12e ne prend son premier bain qu'à la page 125, c'est vous dire. Et elle, lors de sa toilette, elle dit « J'eus soudain honte de mon estre mal fait, alors qu'il m'avait fort protégé jusque-là, et je me pris à souhaiter qu'il disparaisse, que mon rabiot fonde comme neige au soleil, afin d'offrir à Yo une vision de moi gracile et pleine de joliesse. » Alors Jeanne est bien issue d'une famille sans le sou, un peu brutale, elle est seule, sans amis, plutôt émoustillée par le même sexe. Mais puisqu'il n'y a pas de portrait de Jeanne d'Arc, en fait, quelle est son image dans l'inconscient collectif? Et donc, ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, la description de Jeanne que vous faites dans votre ouvrage, est-elle plus probable qu'une autre? Alors, c'est le moment de la Psychologie Magazine. Je vois où vous voulez m'amener. Effectivement, elle me ressemble. Elle est grosse, elle est queer, elle est cannibale aussi. Bon, je ne suis pas cannibale encore, mais en cas de fin du monde, je ne vais pas vous. Mais oui, c'est l'image que j'ai toujours eue, moi, de Jeanne d'Arc. Donc, à la fois, elle correspond, je trouve, à l'image qu'ont eu ses contemporains d'elle. Et puis, comme je voulais vraiment me la réapproprier, que c'était quelque chose de très personnel, je voulais qu'elle me ressemble, au moins physiquement, en tout cas qu'elle soit un reflet de ma propre vision de moi. Parce qu'il y a aussi cette histoire dans le livre qui est très vite évacuée par Jeanne, parce que quand les gens sont gros, on leur met tout de suite des espèces de problèmes psychiatriques sur le dos.
ce qu'on va faire avec Jeanne, mais je lui ai octroyé un don que moi je n'ai pas encore, mais ça va venir dans les semaines qui viennent, c'est la capacité de s'en foutre complètement. Et donc finalement, elle n'en fait pas grand cas, mis à part à ces 2 reprises. Finalement, elle va accepter ce corps puisqu'elle va s'apercevoir que c'est une armure encore plus puissante que l'armure qu'elle finira par revêtir, et que c'est ce qui détermine sa puissance réelle. Votre roman est imprégné d'un langage venu d'un âge moyen, mélangeant un zeste d'English parlé, d'argot contemporain, et le tout emballé de références nombreuses et variées, de Céline Dion à Queen. Qu'est-ce qui a déclenché votre envie de jouer avec le vieux François d'aujourd'hui ? C'est justement Yolande d'Aragon, parce que quand j'ai découvert ce personnage par hasard, et que j'ai commencé à lire énormément sur elle, je me suis rendu compte de son extrême contemporanéité. Elle est à la fois tout à fait de son siècle, et en même temps extrêmement moderne dans sa vision du monde. Et donc je me suis dit que un langage simplement médiéval serait très ennuyeux pour moi, pour tout le monde. Et j'ai commencé à y insérer des choses comme ça un peu étranges, d'argot contemporain, issus de la francophonie, donc des expressions belges, suisses, québécoises, sénégalaises, algériennes, et de l'anglais, puisque les anglais sont quand même là depuis 90 ans, une forme de porosité entre les langues, qu'on voit d'ailleurs en linguistique, mais que j'ai un peu exagéré, puisqu'elle parle directement anglais. Ce qui n'était pas le cas évidemment à l'époque, même si les mots ont été adaptés. Et je me suis ensuite créé des règles de grammaire et d'orthographe pour être certain qu'il y avait une cohérence dans tout le livre. Et voilà. Et puis je me suis dit je ne pouvais pas m'empêcher de mettre Queen, ni les Rolling Stones, ni tout un tas d'autres choses, dont Céline Dion. Alors c'est vrai que vous avez inventé pas mal de mots, de formulations, de phrases, et il y en a un passage tout particulier qui m'intéresse. Je vous laisse le prendre, c'est page 91. Passage pour moi pas très évident, en tout cas je pense pour ceux d'entre vous qui ne parlent ni le troll ni le divin. Mais peut-être que vous y arriverez mieux que moi. Falmajaj halhamanak hakt, hilvakvakt nix fleget, shakflugok mek sprukslea, nevlet vuglaktin hazatot mek shahoboshu. Trotsvek flama aks flamavagn, jogotjar flagach na hazot, schungli subsigarut. Fnak fleget flakadishtu. Fleget sugudnigurat hoboshu noks negahore hesavru flafun pupakt. Évidemment. Shehireshtem febum mahul flaganaxla, gunhofer vakota gota, schlamachel xelake ha. Ashlabim, bakashin takalak, en hayahunsensru obusru ore, relunogog, naflie el hastur, regeste nayefar ayuchu, hashidadati, achfer kashabuyar, gra enshin hatjam, flugunna kestin hilie flag crash flan. Ça ne pouvait être plus clair, pardon. Bravo, parce que j'ai pas réussi à le faire aussi bien, même à travers, en lecture pensée. Alors évidemment, vous arrivez même dans ce langage-là à glisser quelques espiègleries. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul nom qui est lisible. Est-ce que c'est un message subliminal ? Oui, j'arrive pas à savoir si j'adore Rachida Dati ou si je la déteste. Je la déteste parce qu'elle est quand même profondément de droite, mais elle est drôle. Donc je voulais qu'elle soit dans mon livre parce qu'elle me fait rire très souvent. Peut-être une ressemblance avec Jeanne d'Arc ? Oui, oui. Celle de l'inconscient ou celle de votre livre ? Je vous laisse juger. Alors là, vraiment, pour le coup, c'est une question que je pourrais poser à un psychiatre. Pourquoi ? Mais j'aurais 15 ans pour avoir la réponse. Alors dans ce livre qui est caractérisé aussi par la langue que vous utilisez, j'ai noté nulle part le style SMS. Y a-t-il une limite à ne pas dépasser ? Oui, il y a une limite à ne pas dépasser, c'est le style SMS est très vite vieilli, daté. En 6 mois, j'ai l'impression d'être un vieux, très 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 vieux, mais en 6 mois, les jeunes utilisent des expressions dont je connaissais pas l'existence. Donc ça va tellement vite que c'est impossible de le... Si j'avais commencé à écrire en style SMS, le temps que le livre soit publié, ça n'aurait plus eu de sens. Alors que là, comme vous voyez, là... Pas mal, quoi. Ah ben là, donc vous pouvez le relire dans 10 ans, ça ne va pas bouger. Et je vais essayer de le faire sur la prochaine question. L'invention d'un vocabulaire, de tournures de phrases à sonorité moyenâgeuse imprégnée de références, vous jouez avec les mots. Est-ce que pour vous, le roman permet toutes les libertés, du fond comme de la forme ? Oui, bien sûr, c'est même le principe du roman. C'est-à-dire qu'on peut s'accorder, on peut faire ce qu'on veut.
Par ailleurs, j'avais pas de perspective de publication quand commencé à écrire ce manuscrit, donc ça m'a donné une liberté supplémentaire. Je n'avais pas de maison d'édition en vue, j'écrivais pas dans le but d'être publié, donc j'ai vraiment pu faire ce que je voulais, y compris donc dans le style, inventer des mots quand je trouvais qu'il n'y avait pas de mots qui correspondaient à la définition que je voulais leur donner. Et donc, oui, utiliser toutes les ressources qui étaient à ma disposition pour les mettre dans ce roman, sans non plus exagérer. C'est-à-dire que je me suis quand même... Quand j'ai eu une éditrice, elle m'a dit quelque chose de très important, structure ton délire s'il te plaît, et il faut aller d'un point A à un point B. À partir du moment où tu vas d'un point A à un point B, il y a des gens qui vont pas te suivre parce que, bon, pas déconner, mais on te suivra s'il y a une cohérence, et la cohérence était déjà dans le texte, mais elle m'a aidé aussi à la mettre d'autant plus en exergue. D'ailleurs, justement, ce travail, bon, le point A, c'est la naissance de Jeanne, et le point B, c'est le bûcher, j'imagine. C'est ça à peu près. Hein, c'est pas une nouveauté. Mais justement, quel a été le travail avec l'éditrice pour publier un texte aussi foutraque? J'ai eu de la chance parce que justement chez Bourgois, ils ont tout de suite adhéré à ce qu'ils ont reçu, avec beaucoup d'enthousiasme. Et avec l'éditrice, ça a été quelques passages à retravailler, pas grand-chose à supprimer, parce que j'avais fait le travail en amont, mais ensuite elle m'a aidé à structurer certains chapitres et à suivre une ligne directrice, comme je vous disais. Mais, mais le manuscrit était quasiment celui que vous avez sous les yeux. C'est vraiment des questions parfois de simples... voilà. Et elle m'a dit d'en rajouter sur le Moyen-Âge et tout ça. C'est la raison pour laquelle vous avez droit à l'expression que j'adore, de l'expression typique du XVe siècle, être chaud sur le potage. Qui signifie... Alors, normalement, les expressions de cet ordre-là sont très misogynes, parce que c'est que les femmes, en général, qui sont chaudes sur le potage, et là, ça va pour les hommes et pour les femmes. Quelqu'un qui est chaud sur le potage, c'est quelqu'un qui a la jambe légère, je sais pas comment on dit ça, un peu obsédé. Voilà. Et donc, c'est une vraie expression du Moyen-Âge, du XVe siècle, que pouvait employer Yolande d'Aragon. Et d'ailleurs, justement, sur la recherche pour documenter vos textes et pour pouvoir en faire après un délire, comment avez-vous fait ce type de recherche pour retrouver des expressions comme ça, les détourner ensuite? Comme je vous le disais, c'est une passion que j'ai depuis tout petit, donc j'ai emmagasiné inconsciemment tout un tas d'informations que j'ai revérifiées ensuite pour être certain que je ne les avais pas réinventées dans ma tête. Et je voulais aussi suivre la chronologie officielle. C'est pour moi très important de faire entrer le roman dans ce qui était le roman national et faire en sorte que si des historiens, des médiévistes surtout, sont très très agressifs, lisait le livre, ce qui était le cas, on peut se retrouver. J'ai pas mis de date véritablement, j'ai mis le moment où le dernier dauphin vivant devient le dernier dauphin vivant et le jour de la mort de Jeanne d'Arc. Mais dans l'intervalle, il y a tout un tas d'événements qui permettent de se repérer et que le lecteur ou la lectrice puisse savoir à quel moment de l'histoire officielle on est. Vous avez daté, Oui. remis en situation historique quand même, avec un petit guide à la fin pour l'arbre généalogique. Oui, alors on n'a pas mis tout l'arbre généalogique, parce que sinon ça aurait fait 10 pages, vu qu'ils sont tous cousins et qu'ils se marient entre eux, enfin, bref. Donc on a enlevé les enfants déjà morts, morts-nés. Sur la période. Oui, la cinquantaine d'enfants morts-nés, plus tous ceux qui s'étaient fait assassiner avant, enfin voilà. Mais pas de frise chronologique. Non, faites-la vous-même. Alors, nouvelle vie parallèle de femmes illustrées que vous mettez en fin d'ouvrage, un effet miroir avec les livres culottés de Pénélope Bagieux, féministe, anticlérical, ou Fantaisie guerrière est-il un roman pour casser les codes et les préjugés? Alors là, par contre, c'est pas à moi de le dire, c'est aux gens de savoir si ça casse les codes ou les préjugés, ou si ça casse pas trois pattes à un canard. Ouais. Vous voyez, c'est plutôt... J'espère que ça bouscule un peu. J'espère que ça permet aussi de... Ce que je voulais démontrer avec les vies parallèles des femmes illustres, c'est qu'il y avait toujours eu dans l'histoire, depuis l'Antiquité à nos jours, des guerrières, de véritables guerrières, c'est-à-dire pas simplement des guerrières métaphoriques qui sont très importantes, qui se battent, mais des femmes qui ont pris les armes et qui sont allées étriper, décapiter, égorger au combat, direct, corps à corps, et que c'est pas quelque chose qui... c'est quelque chose qui a été invisibilisé par les historiens, réhabilité depuis plusieurs années par les historiennes, et qui doivent faire partie de notre histoire commune, celle de l'humanité, pardon, excusez-moi. Très bien.
Je ne m'attendais pas à parler de l'humanité. Mais Bon, après tout, il n'y a pas de raison, hein. non, mais ce sont des femmes qui sont souvent, même quand ce sont des personnages récents, qui ont vécu au XVIIIe, au XIXe siècle, on les entoure toujours d'une sorte de mythologie qui les empêche d'exister pleinement. Je ne sais pas si je suis clair. Vous voyez, on dit toujours, ah oui, mais alors celle-là, elle a terminé, on ne sait pas très bien. On la voit toujours courir dans les champs de bataille les soirs de pleine lune. Non, en fait, elle a vécu au XVIIIe siècle, elle est morte à telle date, stop. Vous voyez. Et puis, celles qui ont vécu dans l'Antiquité, ce qui me fascine, c'est qu'elles sont toujours considérées comme semi-historiques. Enfin, c'est pas le terme que l'historien emploie. Semi-légendaires. Donc les hommes qu'elles ont combattus ont existé, les batailles qu'elles ont menées ont existé, les pays qu'elles ont gouvernés ont existé. Par contre, elles, on n'est pas très certain parce que, enfin, ouais, c'est comme ça quand même que c'est présenté. Et au bout d'un moment, il faut que ça cesse. Est-ce que Fantasy Guerrière va réhabiliter tout ça? En tout cas, il y a un petit index, un petit lexique à la fin qui que nomme ça va contribuer d'une manière ou d'une autre. Dès le premier chapitre que vous avez intitulé Sympathy for Devil, vous nous plongez dans un univers musical plutôt Stone que Chardin d'ailleurs, référence de musique anglaise au début pour finir avec des parodies de musique francophone à la fin. Est-ce que c'est votre façon de marquer la victoire de Jeanne sur les Anglichois? Ah, bah écoutez, c'est la première fois qu'on me pose la question comme ça, j'ai envie de répondre oui. Oui, parce que bon, il se trouve que Jeanne d'Arc et Jeanne, la 12e, est lesbienne. Elle n'est pas amoureuse de Yolande d'Aragon, mais c'est un peu le père et la mère qu'elle a jamais eu. Donc elle veut lui témoigner son amour, son affection. J'ai vraiment cherché les textes poétiques du 11e, 12e, 13e siècle. Puis je me suis dit que finalement, la seule personne qui pouvait chanter l'amour, c'était Céline Dion. Donc j'ai repris les chansons de Céline Dion, surtout celles écrites par Jean-Jacques Goldman, et je les ai transformées en langue médiévale, cette fois-ci extrêmement stricte. Et j'ai tenu aussi à respecter les pieds pour qu'on puisse chanter dessus, si vous voulez chanter. Je vous en prie, quelques fans. Les célinistes radicaux pourront vérifier, ça suit la mélodie d'origine, et voilà. Et donc chaque fois que Jeanne, la 12e, donne des poèmes à Yolande, ce sont ceux de Céline Dion. D'accord, parce qu'il y a des extraits en deux blocs à un moment donné. C'est ça. Et à la fin, j'ai mis 3 chansons complètes et Bourgois m'a arrêté parce que je voulais faire les 2 albums, donc ça aurait pas été possible. Tant pis. D'ailleurs, au vu du nombre de références musicales, écrivez-vous en musique? Non, j'ai écrit dans un silence complet, dans une cave. Non, pardon. Avec une armure? Avec une armure. Non, j'écoute pas de musique quand j'écris parce que ça me distrait. Il faut que je sois vraiment seul face à un carnet ou mon ordinateur et j'écoute de la musique avant et après. Mais c'est sous Barbara, donc c'est pas non plus très rock. Ouais. Pourtant, le démarrage du livre est plutôt rock. Oui, alors Sympathy for the Devil, excellent accent anglais par ailleurs. C'est parce que j'adore les Rolling Stones, mais c'est aussi parce que les paroles de la chanson, c'est Let me introduce myself, et finalement c'est la traduction de la première phrase de Yolande, donc je me suis dit que c'était une bonne introduction dans tous les sens du terme. Alors j'allais vous demander si vous étiez prêt à chanter a cappella, mais vous m'avez dit dans les coulisses que pas forcément. Je vous ai dit que, à moins que vous vouliez que les gens s'ouvrent les veines en direct. Bon, ça serait pas plus gore que certaines scènes. C'est vrai qu'il y a quelques scènes un peu gore, mais pas tant que ça. Peut-être moins qu'à Zincourt de Jean Telet. Ah, je ne sais. Oui, non. Disons que Zincourt, c'est vraiment une vraie baston. C'est vraiment une vraie baston, et puis surtout, on a vraiment été ridicule, alors que là, Jeanne a une jubilation à étriper de l'anglais et en manger quelques-uns. Surtout les oreilles, il me semble, non? Oui, elle se fait un collier d'oreilles en plein de ça aussi, c'est mignon. Ah, alors, j'ai commencé à écrire, j'ai écrit le premier G très très vite, en un mois, et ensuite, vu que j'avais du temps et que, comme je le disais tout à l'heure, j'avais pas du tout la perspective d'être publié, je retournais au manuscrit régulièrement, 4 ans, ça m'a pris à peu près, mais parfois je travaillais pas dessus pendant 8 mois d'affilée. Mais j'avais toujours cette envie d'y revenir et de reprendre. Et à partir du moment où j'étais accepté dans une maison d'édition, en l'occurrence les éditions Bourgois, il s'est écoulé, j'ai été accepté en décembre de l'année dernière, et c'est paru en septembre, et il fallait que le livre soit prêt en avril. Donc on a eu 4 mois avec l'éditrice où on a travaillé du lundi au dimanche sur le texte pour qu'il soit prêt à être publié.
Et j'ai eu la chance d'avoir aussi une correctrice qui s'appelle Gudrun, qui est un personnage extrêmement mystérieux parce que personne ne l'a rencontré. C'est la spécialiste de Tolkien, donc autant vous dire qu'elle a... C'était facile pour elle. Et donc c'est elle qui a aidé pour les corrections orthographiques surtout du livre. Et comme elle a compris, je lui ai passé les règles de grammaire et d'orthographe, elle a fait un travail remarquable sur les conjugaisons qui n'existaient pas. Surtout sur la page 91. Si... La page 91, elle a complètement zappé. Oui, j'aimerais travailler sur Héliogabal, qui est un autre personnage invisibilisé par l'histoire. C'est un empereur romain du IIIe siècle qui a été rangé dans la catégorie des décadents parce qu'il n'y a pas d'études contemporaines sur lui, ça s'arrête aux années 60-70, et ce qui fait de lui un décadent pour les historiens, c'est qu'il était homosexuel. Une fois qu'on retire ce problème psychiatrique qu'on lui a attribué, on découvre quelqu'un qui avait des idées complètement saugrenues. Il fallait que les femmes soient sénatrices, qu'il y ait de l'égalité entre les pauvres et les riches, que la prostitution devait être sacrée. Enfin bon, vous voyez, tout ce genre de choses qui... Troisième siècle, oui. Bon, ensuite, il a fini démembré dans les latrines avec sa mère. Ma mère est là aussi, ce sera fait bon. Donc, il a eu une fin assez tragique, mais son règne était absolument somptueux. Comme quoi, on n'a rien inventé aujourd'hui. Non, ce qui est très intéressant quand on se plonge dans l'histoire, particulièrement le Moyen-Âge, mais aussi l'Antiquité, mais le Moyen-Âge, c'est ce qui m'a le plus fasciné, c'est que les débats sont très contemporains. Du temps de Jeanne d'Arc, lorsqu'elle était vivante, on lui fait des vérifications, sur elle. On croit toujours que ce sont des vérifications de sa virginité. En réalité, non, ce sont des vérifications de son genre sexuel. Parce que quand on va arriver, cette femme très très grande, avec les cheveux quasiment rasés, extrêmement massive, on dit tout de suite c'est un homme, donc il faut vérifier que c'est une femme. La question de la transidentité de Jeanne se pose, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle est condamnée au bûcher. Parce qu'elle refuse, en dernier lieu, de porter des habits de femme, elle ressort de la geôle en habit d'homme, et donc on la considère comme relapse, parce qu'elle s'était soi-disant repentie. Et c'est ça qui fait que les Anglais la brûlent, enfin qu'on la brûle. Donc finalement, voilà, les débats d'aujourd'hui avaient déjà lieu il y a 600 ans, finalement. C'est pas très rassurant. Non, ce que j'allais dire. C'est vrai que Jeanne la XIIIe meurt très très vite, c'est la première à mourir, figurez-vous. Elle se sacrifie direct. Elle meurt de la suette, c'était une maladie très drôle en fait, on commençait à suer, puis on mourait. Enfin, il y avait une sorte de... Les gens avaient sué, ils avaient une angoisse de la mort, ils étaient certains de mourir, et 2 jours plus tard, ils mouraient. Ça n'a jamais été expliqué d'ailleurs, l'origine de cette maladie, ça a disparu. Mais... Oui, ça s'appelait la suette. Oui, bien sûr. Alors, pour parler de Jésus-Christ, il apparaît brièvement dans le livre, Yolande ne croit pas trop en lui. Donc, mais moi j'aime bien dans les évangiles apocryphes justement parce que l'Église catholique romaine a sélectionné 4 évangiles, mais en réalité il y en avait beaucoup plus. Au fil des siècles, on a reconstruit la religion catholique avec ce qui a rangé la politique de l'époque. Mais il y a l'évangile selon Judas, comme quoi c'est Jésus qui a demandé à Judas de le trahir pour qu'il soit pour qu'il devienne martyr. Et cette idée du martyr qui nous est restée à travers l'histoire de Jeanne d'Arc, puisque est-ce qu'elle serait vraiment devenue sainte si elle n'avait pas brûlé, si elle s'était mariée, qu'elle était rentrée dans un couvent, qu'elle avait arrêté l'armée, et qu'elle avait vendu des pommes de terre. Non, enfin, ça n'existe pas à l'époque. Mais enfin, voilà, donc cette idée du martyr qui nous est venue du sacrifice de Jésus-Christ est très intéressante parce qu'elle a aussi façonné notre histoire nationale, internationale même. Bah, la vraie, déjà, bon, elle vient d'une famille riche parce qu'on lui a acheté un cheval et une armure. C'est pas les pauvres bergers qui pouvaient se permettre ça, donc même si ses parents étaient bergers, c'était des bergers qui avaient les moyens. Par ailleurs, elle est née à la frontière entre les Bourguignons et les Armagnacs, juste sur la frontière. Donc c'est elle qui décide de faire partie des Armagnacs et en fait, elle prend une cause qui n'est pas gagnable au départ. Les Armagnacs sont complètement isolés, c'est les Bourguignons et les Anglais qui dominent. Donc je pense que il y a cette idée chez elle de se sacrifier, parce que l'idée du sacrifice est très prégnant dans sa famille, et de devenir aussi une forme de célébrité, enfin, je ne sais pas comment... La gloire dans le Christ. Et aussi,
les gens, les gens avaient le fait que quelqu'un arrive et vous dise j'ai entendu des voix divines, ce n'est pas complètement ça arrive très souvent au Moyen Âge, hein. Il y a beaucoup de gens. Et d'ailleurs, Jeanne d'Arc, la vraie Jeanne d'Arc, n'est pas la première à se présenter à la cour des Armagnacs ou à la cour des Bourguignons pour dire bah, attends, on m'a dit de sauver le royaume, c'est Sainte Catherine. J'étais dans un champ tranquille et j'ai entendu Sainte Catherine me dire de sauver le royaume. Simplement, il y a quand même des prêtres qui font des espèces d'assemblées qui déterminent si celle-ci ou celle-là est folle ou pas. Et il se trouve que normalement, ça aurait dû être des prêtres pour Jeanne d'Arc, la vraie, sauf qu'au lieu de prêtres, c'est Yolande d'Aragon qui a décidé d'enlever les prêtres, de se mettre toute seule et de dire cette Jeanne d'Arc dit la vérité, il faut lui donner une armée. Ce qui a toujours. Il y a une théorie historique, parce que je ne pars pas non plus de n'importe où, qui dit que c'est peut-être une création aussi de l'aristocratie française, parce qu'il était nécessaire. Je m'embrouille pas, ça va. J'ai l'impression que je m'embrouille un peu. Parce que finalement, en fait, c'est l'intervention divine qui permet de justifier qu'un roi monte sur le trône. La France est une monarchie de droit divin, et c'est la victoire qui fait l'intervention divine. Si on perd, c'est que Dieu n'était pas de notre côté. Si on gagne, c'est que c'est Dieu qui nous a été envoyé pour nous aider. Et en l'occurrence, Jeanne gagne très vite la bataille d'Orléans. En une nuit, elle réussit à faire partir les Anglais. À partir de là, tout le monde va dire c'est Dieu qui parle à travers elle, c'est Dieu qui agit à travers elle pour nous aider. Elle a un véritable idéal religieux et mystique à suivre et un sentiment très fort qu'elle a une destinée. Ce qui peut être vu comme une forme d'arrogance aussi parfois, mais en tout cas qu'elle est née sur Terre pour accomplir quelque chose. Ça, elle le répète très souvent. Et cet accomplissement, mais c'est une ambition, c'est pas une ambition, c'est une ambition sacrificielle encore une fois. C'est que j'irai jusqu'au bout pour faire ce que Dieu m'a ordonné de faire. Je pense que oui, je pense qu'elle avait vraiment la foi et que oui, et une détestation des Anglais, tout à fait légitime aussi. Après tout, pourquoi pas. Mais elle a été enfant témoin de la guerre civile, des exactions des Anglais, des exactions des Bourguignons, des massacres autour d'elle. Donc c'est pas non plus complètement anodin dans la manière dont elle a grandi. Ah oui, je l'aime d'amour. Non, vraiment, j'ai une vraie affection pour cette jeune fille qui est morte à 19 ans, tout de même abandonnée de tous. Et j'ai une affection pour elle tant que ce qu'elle a accompli. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens à l'époque qui auraient pu accomplir ce qu'elle a fait. Elle a vraiment sauvé le royaume de France. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a un historien qui s'appelle Clovis Maillet, qui a écrit un livre qui s'appelle Les genres fluides, que je vous conseille de lire, et il dit quelque chose de très intéressant. Quand elle arrive à la cour et qu'elle dit « Je veux sauver le royaume de France », ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que le royaume de France? Est-ce que c'est la partie qui est occupée par les Anglais? Est-ce que c'est la partie des Bourguignons? Est-ce que c'est le duché d'Anjou? Est-ce que c'est seulement l'endroit où vivent les Armagnacs? Et pourtant, elle va dire « Je vais sauver le royaume de France », et à partir de là, il y aura la construction du royaume de France tel qu'on le connaît aujourd'hui, enfin, à plus ou moins. Mais en tout cas, ce concept-là, c'est elle aussi qui va l'amener dans l'histoire. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour elle, pour son intelligence, pour sa puissance aussi, parce que pouvoir être à la tête de je ne sais combien de milliers d'hommes, il fallait qu'elle ait un certain charisme et une certaine, je ne sais pas, non, je trouve pas d'autre mot que puissance, férocité, enfin voilà, d'autorité, exactement, merci. Donc oui, je pense que c'était de toute façon un être exceptionnel, peu importe ce qu'on en a fait par la suite, y compris moi. Mais alors disons que quand il y a des mots qui n'existent pas, des verbes qui n'existent pas, la conjugaison est travaillée de sorte que chaque fois que vous le retrouvez dans le texte, c'est un sens linguistique. Il est conjugué, les mots ne sont pas expliqués, donc ce qui est très intéressant chez les lecteurs et les lectrices, les retours que j'en ai, c'est que parfois ils inventent leur propre définition, et c'est assez cohérent, voilà, parce que ça leur donne, chacun a lu un livre parfois complètement différent, et ça me plaît bien comme idée. C'est aussi pour ça que je l'ai écrit, puisque mon idée était de me réapproprier Jeanne d'Arc, donc que tout le monde se la réapproprie à travers le livre, c'est parfait. Couleur du drapeau. Est-ce que Jeanne a une couleur de drapeau? En général, elle avait le fanion des Armagnacs, mais moi je pense que je lui ferai un drapeau LGBTQI+.
Si je devais la représenter moi-même, hein. C'est ça. Même si les couleurs sont immondes, il faut le redessiner, mais pour l'instant, elle le brandira fièrement. Je vous invite à découvrir le programme de formation des Jeannes dispensé par Yolande d'Aragon, qui vaut le détour afin de ne pas rester dans l'ignorance et de se réapproprier l'histoire de Jeanne grâce au roman de Guillaume Lebrun, Fantaisie guerrière. Guillaume Lebrun, merci pour vos réponses. Merci à vous.